L'aéroport de Mitiga à Tripoli a frôlé une fois de plus la catastrophe ce samedi quand une roquette est tombée au moment de l'atterrissage de 2 avions de compagnie libyenne. Un vol en provenance d'Istanbul et un autre de Médine en Arabie Saoudite qui ramenaient des pèlerins de la Mecque. Le trottoir du parking de l'aéroport et des voitures qui y étaient garées ont été endommagés par l'impact de la roquette. J'ai été surpris quand je suis sorti après la chute de la roquette que l'explosion s'est produite à quelques mètres seulement du hall où nous étions assis. Je suis sorti pour inspecter ma voiture et j'ai découvert qu'elle a été détruite. Après quelques heures d'arrêt, l'espace aérien a été rouvert et le trafic a pu reprendre à la mi-journée avec un décalage dans le programme des vols selon les autorités aéroportuaires. La direction de l'aéroport n'a pas dit qui était à l'origine du tir, mais les forces pro-GNA ont accusé le camp du maréchal Haftar d'en être responsable. Situé à quelques kilomètres à l'est de la capitale, dans la zone contrôlée par le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, l'aéroport Mitiga est fréquemment visé par des tirs des forces du maréchal Haftar, homme fort de l'ex-libyen, qui cherche à s'emparer de la capitale et accuse le GNA reconnu par l'ONU d'utiliser cet aéroport à des fins militaires. Les affrontements de dimanche à Hong Kong ont été parmi les plus violents depuis le début en juin du mouvement contre le gouvernement local soutenu par Pékin. La police, à travers un communiqué, a fait état de ce que des manifestants extrêmement violents ont dévié du parcours initial, obstruant les routes, vandalisant les magasins et les tunnels, lançant des cocktails Molotov, des briques et divers projectiles sur les policiers. La police a également défendu le recours la veille à des canons à eau. Les forces de l'ordre avaient jusqu'ici toujours affirmé ne vouloir utiliser cette technique de dispersion qu'en cas de perturbation à grande échelle de l'ordre public. Courant dans de nombreux pays, il constitue une grande nouveauté à Hong Kong où il n'avait encore jamais été employé contre des manifestants. En outre, la police a condamné fermement les manifestants ayant délibérément blessé des policiers, soulignant que 21 membres des forces de l'ordre ont été blessés dans ces échauffourées. Plusieurs dizaines de contestataires, dont un âgé de 12 ans, ont été interpellés pour rassemblement illégal, possession d'armes et agression de la police. Ce territoire semi-autonome traverse sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997 et les tensions ne montrent guère de signes d'affaiblissement. La tournure violente des événements de la veille a secoué lundi la bourse de Hong Kong qui a lâché près de 2%. Cinq migrants ont péri et jusqu'à 20 autres sont portés disparus ce mardi après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye. Les corps de 5 migrants, ceux d'une femme et d'un enfant marocain, ainsi que ceux de 3 hommes, un Marocain, un Somalien et un Soudanais, ont été repêchés. Le porte-parole de la marine libyenne a indiqué que 65 autres migrants, des Soudanais pour la plupart, avaient été secourus avec l'aide des pêcheurs au large de la ville de Coms, à 120 km à l'est de la capitale libyenne Tripoli. Sur leur compte Twitter, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et l'Organisation internationale pour les migrations OIM ont fait état de leur côté d'une 60aine de rescapés et d'une 40aine de disparus, sans autre précision. Se basant sur les témoignages des rescapés, la marine libyenne a toutefois expliqué que l'embarcation transportait moins de 90 personnes. Malgré des violences persistantes depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye reste un point important de transit pour les migrants fuyant l'instabilité dans d'autres régions d'Afrique et du Moyen-Orient et qui cherchent à rejoindre l'Europe. Avant ce naufrage, le HCR et l'OIM avaient fait état d'au moins 426 personnes mortes depuis le début de cette année en tentant de traverser la Méditerranée.
Le Japon accueille les chefs d'État africains pour tenter de renforcer la présence de ces entreprises sur ce continent riche en ressources naturelles et en pleine croissance. Ceci face à une Chine de plus en plus conquérante. Co-organisée avec l'ONU, la Banque mondiale et l'Union africaine depuis 1993, cette 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique doit permettre au Japon d'engager une action conséquente sur le continent. La Chine, qui a aussi initié sa conférence, dépasse à présent le Japon largement par les sommes qu'elle engage. 60 milliards de dollars en nouveaux financements promis au cours du sommet Chine-Afrique de l'an dernier, soit le double exactement des engagements de la dernière TICAD en 2016. Apparemment, une véritable bataille entre pays asiatiques pour s'arroger la part belle. Le Japon compte plutôt se distinguer en affichant une volonté d'accompagner ses investissements de qualité d'un développement des ressources humaines locales et d'en limiter le fardeau en termes d'endettement dans une comparaison à peine voilée avec son grand voisin et concurrent asiatique. Tokyo devrait entre autres annoncer cette semaine un prêt de 3,4 milliards d'euros pour financer des énergies renouvelables, dont l'extension d'équipements éoliens en Égypte et des unités géothermiques au Kenya ou à Djibouti. L'État japonais et la Banque africaine de développement devraient aussi annoncer conjointement des projets de 300 milliards de yens pour des infrastructures transparentes et de qualité. Le stock d'investissement direct japonais en Afrique, soit la valeur cumulative de tous les investissements année après année, s'élevait à 7,8 milliards de dollars fin 2017, contre 43 milliards pour la Chine, selon l'agence JETRO. Quant aux exportations nippones vers l'Afrique, elles ont chuté de plus de 27% depuis 2008, tandis que celles de la Chine ont fait un bond de près de 50% sur la dernière décennie, selon la même source. Candidat à la présidentielle tunisienne, Nabil Karoui a été arrêté vendredi dernier pour blanchiment d'argent alors qu'il revenait de Béja, dans la région du nord-ouest où il venait d'ouvrir un nouveau local de son parti. Pour Samira Chawachi, la porte-parole de Kalb Tounes, l'arrestation du chef du parti Nabil Karoui est une honte pour le processus démocratique en Tunisie. Le fait que Nabil Karoui soit en prison aujourd'hui est une honte pour le processus démocratique en Tunisie. Et c'est une menace pour toute transition pacifique du pouvoir lors des élections en Tunisie. Nous avons aujourd'hui un candidat ayant toutes les chances de son côté pour être le futur président de la République qui se trouve en prison. Les avocats de la défense de Nabil Karoui et de son frère Ghazi Karoui ont délivré un communiqué expliquant qu'ils ont porté plainte au conseil judiciaire contre les juges qui ont rendu la décision. En tant que membres de Kalb Tounes, nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous réclamons la libération immédiate de Nabil Karoui parce que nous jugeons que ce qu'il est en train de subir actuellement n'est ni légal, ni logique, ni éthique. Les partisans de Nabil Karoui accusent le Premier ministre d'être à l'origine de cette arrestation quelque peu précipitée, un timing opportun, à moins d'un mois du premier tour de la présidentielle. Mais le parti de Youssef Chahed parle de campagne de diffamation à l'égard du chef du gouvernement et insiste sur l'importance de l'indépendance de la justice. Le procès en appel de 24 hommes poursuivis après la décapitation de 2 jeunes touristes scandinaves au nom du groupe terroriste État islamique s'est ouvert mercredi au Maroc avant d'être renvoyé au 11 septembre après une brève audience. C'est une première audience pour discuter de ce dossier devant la cour d'appel. Elle était dédiée à s'assurer de la présence de tous les accusés, à s'assurer aussi que tous les accusés aient leur défense, que ce soit d'une manière directe ou dans le cadre de l'assistance judiciaire, et aussi à s'assurer que les convocations aient été faites dans le cadre de la loi. Selon le code de procédure pénale, la défense est dans son droit de demander un délai pour préparer ses revendications civiles ou préparer sa défense pour la présenter et en discuter de nouveau devant la cour d'appel.
Les faits remontent à fin 2018 où Louisa Vesterage-Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Yolande, une Norvégienne de 28 ans, ont été sauvagement tuées alors qu'elles bivouaquaient au pied du mont Toubkal, le plus haut sommet d'Afrique du Nord, dans le Haut Atlas à 80 km de la capitale touristique Marrakech. Les 3 principaux prévenus sont passés aux aveux et ont été condamnés le 18 juillet dernier à la peine capitale théorique au Maroc du fait d'un moratoire en vigueur depuis 1993. Des peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité ont été prononcées contre leurs coprévenus pour constitution de bandes en vue de commettre des actes terroristes. Tandis que les accusés espèrent un verdict plus clément, les familles de Louisa et Maren, qui se sont constituées partie civile, souhaitent une confirmation des condamnations. Accord sur un programme commun et la répartition des postes ministériels en Italie. Ce résultat a été obtenu après des prises de bec et des tractations entre 2 délégations du mouvement 5 étoiles anti-système et du PD, première force de gauche. Le document doit encore être approuvé par la direction du PD, tandis que les 5 étoiles ont annoncé vouloir soumettre l'accord à leur plateforme Internet. Le président Sergio Mattarella a en effet poursuivi mercredi un 2e round de consultation de la classe politique pour étudier la possibilité d'une nouvelle majorité. Cela fait 3 semaines que l'Italie est plongée dans une crise politique profonde après le dynamitage le 8 août par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini de la précédente coalition formée par les 5 étoiles, puis la démission le 20 août du chef du gouvernement Giuseppe Conte. L'idée d'un mariage PD-Mouvement 5 étoiles a été lancée par l'ex-premier ministre Matteo Renzi avec pour projet de base une réduction du nombre de parlementaires et un budget 2020 capable d'éviter une hausse de la TVA prévue l'an prochain, pénalisante pour les consommateurs. Depuis, le programme s'est enrichi d'une quinzaine de propositions des 2 camps qui convergent sur une relance de la faible croissance avec une attention pour les plus faibles et l'environnement. Les points d'achoppement résidaient plutôt dans l'attribution des fauteuils ministériels. Premier parti au Parlement depuis les législatives de 2018, le mouvement 5 étoiles entendait peser sur la répartition des ministères. Mais le PD visait aussi des postes clés comme l'économie ou les affaires étrangères. Annunciamos al mundo. La vidéo publiée par Iván Márquez en dit long sur les hostilités à venir. Il dit annoncer au monde le commencement du second berceau historique de la rébellion des années 60 au nom du droit universel des peuples à se lever en armes face à l'oppression. Ainsi, depuis la forêt du sud-est de la Colombie, il annonce la poursuite des opérations de guérilla en réponse à la trahison par l'État des accords de paix de la Havane qui avait conduit au désarmement en 2017 de quelques 7000 combattants, hommes et femmes des FARC. À l'époque, le commandant Márquez avait été le chef de la délégation des FARC aux négociations de paix menées à Cuba de septembre 2012 à l'été 2016 avec le gouvernement du président Juan Manuel Santos. Après la signature de l'accord de paix, les FARC s'étaient transformés en parti politique, des centaines de rebelles se plaçant toutefois progressivement en marge du processus visant à mettre fin à un demi-siècle de conflit armé. Aux côtés d'Iván Márquez, un autre négociateur de la Havane, Jesús Santrich, recherché par la justice américaine pour trafic de drogue, est passé à la clandestinité il y a 3 mois, et Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, un autre ex-leader des FARC, apparaissait armé avec d'autres militants devant une pancarte affichant le sigle FARC-EP, entendez Forces armées révolutionnaires de Colombie, armée du peuple. Presión.